Effectivement, j'ai été interpellée pour la première fois par les forces de police en marge d'une manifestation pacifique après la publication des résultats du scrutin présidentiel de 2018. Cette arrestation et mon séjour dans les locaux de la police ont duré une journée. Alors que cette fois, je ne manifestais pas, j'ai été attaquée, prise en chasse et blessée par des tirs de policiers, encore une fois, utilisant des fusils anti-émeutes. Je crois qu'on appelle ça des flashballs, mais à bout portant, ce qui m'a assez gravement blessée à la jambe. J'ai dû partir vivre dans la clandestinité parce que quelqu'un d'autre de la même formation politique que celle à laquelle j'appartenais à l'époque, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, avait été blessé et a été ramassé sur son lit d'hôpital pour être jeté en prison. Donc, je suis allée vivre dans la clandestinité. J'y ai passé un mois à peu près. Et puis, quand je suis ressortie, parce que mes blessures réclamaient des soins, que je ne pouvais plus me soigner moi-même, elles étaient quand même assez graves. Mais dès que j'ai été localisée, j'ai été arrêtée. J'ai passé 8 mois avec les autres militants, 200 militants de notre parti à l'époque, et surtout le président du parti, Maurice Kamto, et un certain nombre de cadres. Nous avons été poursuivis devant le tribunal militaire. C'est très important, ça. 8 infractions, dont 2 crimes passibles de la peine de mort, hostilité contre la patrie, etc., etc. Honneur, respect, mes chers amis, mes chers amours, vous savez que vous êtes dans mon cœur et contente d'être connectée avec vous en ce dimanche pour une nouvelle émission où on va parler du Cameroun. Vous savez, le continent malheureusement vit des moments difficiles et compliqués en ce qui concerne les réalités sociopolitiques, mais nous faisons de notre mieux pour avoir les bonnes personnes pour discuter de ces sujets-là et qui non seulement s'y connaissent, mais qui portent dans leur cœur l'amour de tous nos frères et sœurs, quel qu'en soit l'endroit où ils se trouvent. Alors aujourd'hui, je vais rencontrer Maître Michel Ndoki. J'espère que j'ai pas massacré son nom, qui est une avocate, une militante, une femme de conviction. Vous savez qu'on les aime parce que ce sont ces femmes-là, ces personnes-là qui font bouger et qui font changer les choses. Alors on va la rencontrer. Je ne perds pas de temps parce qu'on a beaucoup à se dire et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre beaucoup de la situation actuelle que vit le pays, le Cameroun. Alors, donc, sans plus tarder, je présente notre invitée, Madame Ndoki. Elle m'a donné, je crois, sa permission de la tutoyer comme je le fais avec tous mes invités. Donc, on va avoir une conversation qui est assez animée. Soyez là, restez vigilants parce que vous aurez énormément à dire après en termes de commentaires. Madame Ndoki, comment allez-vous? Ça va. Ça va. Et toi, comment vas-tu? Parce qu'on a dit tu, alors on dit tu. Exactement. Et là, le côté un petit peu très caricatural des choses fait que je retombe dans le vous. Ça va très bien et merci sincèrement d'avoir accepté notre invitation. J'ai déjà dédié plusieurs émissions au Cameroun parce que c'est un pays que j'adore aussi. J'ai beaucoup d'amis camerounais à travers différents pays. Et je ne sais pas si je devais ajouter un petit peu plus dans la présentation ou est-ce que ce que j'ai eu à Moi, je dire. suis contente comme ça. Je suis une avocate. Bon, je suis une maman. J'aime beaucoup qu'on le dise. Déjà, grand-mère même. Oh là là! Vous voyez là, ces femmes-là qui ne vieillissent pas. Ah, c'est gentil. Donc, ça fait partie de la manière dont je me définis et je crois que ça donne du sens à mon engagement. Je suis coordinatrice pour le Cameroun du projet d'ISO, qui était un projet, qui est toujours d'ailleurs, un projet de supervision du scrutin par les citoyens, les électeurs du scrutin présidentiel. Et ce projet
et porté par une organisation dont je suis l'une des cofondatrices qui s'appelle les Bâtisseurs de la Nation. Voilà. Là, on comprend pourquoi la vie sociale et politique du Cameroun t'intéresse beaucoup. Exactement. C'est un parcours aussi de militantisme. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'a amené vers le militantisme? Parce qu'on sait que le pays paraît généralement stable, si on compare oui, tout à fait. Alors, j'aurais envie de dire que mon ressenti tout au long de ma vie, j'ai passé la plus grande partie de ma vie au Cameroun. Et mon ressenti au fur et à mesure que j'y grandissais, c'était que si on parlait à l'extérieur de la stabilité et de la manière dont le pays se développait dans la stabilité, de l'intérieur, on avait l'impression d'immobilisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Au bout d'un certain nombre d'années, à me plaindre de l'immobilisme et de la disparition progressive des espaces d'expression, je me suis dit, au lieu de râler, tu ferais mieux d'essayer de faire quelque chose. C'est comme ça que j'ai commencé mon parcours militant. J'ai travaillé sur des projets de la société civile, j'ai travaillé sur la défense de prisonniers politiques, de personnes poursuivies, détenues du fait de leurs convictions politiques et de personnes privées tout simplement de leurs droits civiques. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que ce travail d'amélioration de l'état de droit, parce que c'est mon angle d'approche, c'est l'angle du droit. L'amélioration de l'état de droit est au cœur de mon action et de mon engagement politique. La majorité des militants que je connais sont à l'extérieur du Cameroun. Donc, tu fais partie des rares personnes que je connais qui militent sur le sol camerounais. Tout à fait. Que ça a été, parce que moi, de ce que j'ai compris, c'est le gouvernement persécute ces gens-là. Donc, tu as toi-même été victime de telles persécutions. Complètement. Effectivement, j'ai été interpellée pour la première fois par les forces de police en marge d'une manifestation pacifique après la publication des résultats du scrutin présidentiel de 2018. Cette arrestation et mon séjour dans les locaux de la police ont duré une journée. Alors que cette fois, je ne manifestais pas. J'ai été attaquée, prise en chasse et blessée par des tirs de policiers, encore une fois, utilisant des fusils anti-émeutes. Je crois qu'on appelle ça des flashballs, mais à bout portant, ce qui m'a assez gravement blessée à la jambe. J'ai dû partir vivre dans la clandestinité parce que quelqu'un d'autre de la même formation politique que celle à laquelle j'appartenais à l'époque, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, avait été blessé et a été ramassé sur son lit d'hôpital pour être jeté en prison. Donc, je suis allée vivre dans la clandestinité. J'y ai passé 1 mois à peu près. Et puis, quand je suis ressortie, parce que mes blessures réclamaient des soins, que je ne pouvais plus me soigner moi-même, elles étaient quand même assez graves. Mais dès que j'ai été localisée, j'ai été arrêtée. J'ai passé 8 mois avec les autres militants, 200 militants de notre parti à l'époque, et surtout le président du parti, Maurice Kamto, et un certain nombre de cadres. Nous avons été poursuivis devant le tribunal militaire. Pour 8 infractions, dont 2 crimes passibles de la peine de mort, hostilité contre la patrie, etc., etc. Je raconte ça aujourd'hui parce que je crois que de l'extérieur, on ne voit pas à quel point le Cameroun est devenu, au cours des différents mandats du président de la République, Paul Biya, une dictature féroce. Parce que contrairement à la vague des dictatures qui était connue au début des années 70, qui se caractérisait par des tueries assez spectaculaires, presque au vu et au su de tout le monde, cette dictature-là est plus insidieuse. Elle travaille énormément pour construire et préserver une réputation de pays de droits de l'homme en disant voilà, il y a le multipartisme, voilà, il y a la liberté d'expression, les journaux sont libres, il y a plusieurs chaînes de télévision, dont des chaînes de l'opposition qui ont le droit de s'exprimer. Il y a plusieurs partis au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, nous sommes une démocratie. Et en fait,
lorsqu'il se passe des choses comme celle qui m'est arrivée, on va couper Internet, on va interdire aux journalistes d'en parler, on va vous mettre dans un établissement qui n'est pas un établissement pénitentiaire officiellement connu, avec un accès des organisations internationales à cet établissement. Voilà. Donc, nous, compte tenu d'une très forte mobilisation nationale et internationale, notre situation a été connue, notre situation a fait l'objet d'une grande publicité, vraiment, je le redis, une large mobilisation à l'extérieur du Cameroun comme à l'intérieur. Et au bout de 8 mois, le président de la République a ordonné l'abandon des charges. C'est comme ça que je suis sortie de prison. Alors, oui, je voulais terminer. Je ne crois pas que ces expériences aussi marquantes et qu'elles soient me définissent aujourd'hui. Je ne souhaite pas qu'elles me définissent. Donc, ça s'est terminé. Alors, quelques mois après être ressortie, j'ai recommencé à faire l'objet de harcèlement, de menaces, etc. Et j'ai à nouveau été interpellée, cette fois-ci sans mandat, pas pour aller à la police, c'était presque un enlèvement. Et puis, j'ai été emmenée dans des locaux de la direction de la surveillance du territoire. J'y étais sans possibilité de communication, sans que personne ne sache que j'étais là. Et j'avais pas l'impression qu'on allait m'envoyer vers la police. Tout d'un coup, il y a eu un appel téléphonique. Fort heureusement pour moi, quelqu'un avait vu comment on m'enlevait. Donc, on a parlé sur les réseaux sociaux et des organisations internationales comme Amnesty International ont relayé immédiatement et les personnes qui étaient en train de m'interroger ont reçu un appel téléphonique à 21h disant vous pouvez la relâcher. Et c'est comme ça que je suis revenue à la civilisation. Et après, j'ai fui le Cameroun parce que j'ai été informée par des personnes que je connais dans les forces de l'ordre. Heureusement, il n'y en a pas que des ennemis. Vous avez une grande partie de gens qui obéissent aux ordres, mais aussi une partie de personnes qui ont encore une conscience, qui ont encore envie d'aider. En tout cas, j'ai su qu'ils étaient en train de préparer une histoire qui allait justifier une nouvelle interpellation et pas des moindres. Donc, je suis partie. Voilà. Donc, au bout de 3 ans, je suis revenue et ça a recommencé, mais ça, c'est une histoire pour plus tard, peut-être. Ça veut dire que tu ne peux pas lâcher le morceau. Tu y crois, il y a une conviction derrière toutes ces actions. Oui, c'est compliqué parce que j'ai de la chance, il y a tellement de gens qui sont morts, de journalistes, d'acteurs politiques, d'enfants qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a tellement de gens qui ont été tués tout simplement parce qu'ils essayaient de rétablir un endroit où on puisse s'exprimer, respirer, que je me dis, mais si je suis encore là et que je baisse les bras, quel genre de Cameroun je laisserai à mes enfants? Il faut qu'ils grandissent et vieillissent dans un Cameroun où ils seront contents de vivre, où ils seront contents de mourir et où leurs enfants seront contents de vivre et de vieillir. Mon pays est devenu un endroit que l'on fuit et je trouve ça absolument insupportable. J'ai entendu la dernière fois que je crois que le Cameroun est la deuxième plus grande communauté de migrants au Canada, au Canada francophone, après le Maroc ou quelque chose comme ça. Exactement. C'est pas le genre de record qu'on doit avoir quand même. Donc, c'est ce qui justifie que je lâche pas l'affaire. Et ça se comprend parce que je pense que beaucoup d'entre nous, en fait, au-delà de cette veste que je porte dans les médias sociaux, je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on reste debout et qu'on veut militer pour le bien-être de nos peuples. En fait, ça ne t'a pas fait reculer, tu continues la bataille malgré tout et il y a eu des élections. Tout à fait, 7 ans plus tard. Donc, il veut dire, en fait, on garde encore cette image d'un pays démocratique, il y a une opposition et on voit comment l'opposition est quand même matée malgré tout ça, tout ce discours. Maintenant, quand tu regardes ça, les élections, M. Biya a repris les rênes du pouvoir. Quelles sont maintenant les réactions et les stratégies, s'il y en a, de l'opposition face à M. Biya qui est remis encore au pouvoir? Alors, je te dirais que pour moi, ce qui se passe vraiment au Cameroun, on a parlé de comment l'opposition, et d'ailleurs c'est symptomatique que l'on appelle l'opposition. Tu vis dans un environnement où il y a
un parti qui est élu et qui exerce le pouvoir et une myriade de partis qui n'exercent pas le pouvoir. Personne n'appelle cette myriade de partis une opposition. On va dire la gauche, on va dire la droite, on va dire les écolos, on va dire les libéraux, on va dire... Voilà. On les caractérise par leur vision de développement pour le pays. On ne les caractérise pas par rapport au pouvoir en disant ils sont au pouvoir ou ils sont contre. Parce que, en fait, la politique, c'est pas être contre quelqu'un, c'est être pour le peuple. Exactement. Or, la construction démocratique au Cameroun s'est faite autour du pouvoir. C'était, alors vous n'êtes pas au pouvoir, qui êtes-vous? Vous êtes l'opposition. Et tous les partis qui se sont créés depuis les années 90 se sont inscrits dans cette dichotomie, en fait, dans cette façon de penser, dans cette dichotomie. Je suis soit avec le pouvoir, soit effectivement, en pratique, vous avez un certain nombre de partis qui, tout d'un coup, à un moment ou à un autre, forment l'alliance pro-gouvernement ou l'alliance autour du président à l'occasion d'une élection présidentielle et petit à petit disparaissent derrière cette alliance et deviennent le parti au pouvoir. C'est comme ça qu'on les appelle tous. Ce qui fait que personne ne sait qu'est-ce qu'ils proposent, quelle est leur idéologie, en quoi ils se différencient. Ça devient une bataille entre différents leaders et la question devient de savoir qui est au pouvoir. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe en 2025, c'est que intervient dans cette conversation celui qui devrait être au cœur de la conversation, c'est-à-dire l'électeur. Et l'électeur intervient dans la conversation de deux manières. Premièrement, il dit, alors, il est important que j'aille donner mon avis sur la personne qui va devenir notre leader. Deuxièmement, il est important que je m'assure que l'avis que j'aurai donné à travers mon vote sera connu tel quel et sera respecté. Ce que 2018 et la suite et le travail que les leaders politiques qui ne sont pas donc du parti au pouvoir ou de l'alliance pro-régime ont apporté, c'est cette prise de conscience que la conversation politique est une conversation à laquelle il est essentiel que les lecteurs participent. Et c'est ça qui a permis de découvrir la supercherie. Et je crois qu'en 2025, la grande victoire du peuple camerounais, c'est que maintenant, on ne peut plus cacher que l'élection telle qu'elle s'est déroulée était une supercherie. Et on sait exactement à quel moment la volonté du peuple a été trahie. Les électeurs se sont mobilisés beaucoup et grâce aux réseaux sociaux, ont communiqué énormément sur les résultats du scrutin dès la clôture des bureaux de vote parce que d'après notre législation, le dépouillement se fait immédiatement à la fermeture des bureaux. Donc, ils sont restés autour des bureaux de vote pour assister au dépouillement et ils ont pris des photos et ils ont partagé sur les réseaux sociaux ces résultats. Et donc, une conviction s'est formée dès le soir du scrutin, le 12 octobre, qui s'est renforcée au cours des jours qui ont suivi, selon laquelle Issa Chiroma Bakari avait remporté le scrutin. C'est une conviction qui s'est formée. Le travail de DISO, notre organisation dans tout cela, c'était d'asseoir cette conviction sur des éléments de fait. Et on avait dit, il nous faut un échantillon statistiquement représentatif d'observateurs, qui seront des électeurs, dans les bureaux de vote à travers le territoire. C'est un échantillon statistiquement représentatif, donc il n'avait pas à être dans l'intégralité des bureaux de vote. Et cet échantillon représentatif avait une plateforme à disposition pour télécharger les preuves des résultats du dépouillement, chacun dans son bureau de vote. C'est là que l'une des choses qui s'est passée, qui est à la fois regrettable, mais aussi un indicateur de ce que maintenant la supercherie a été découverte, c'est que cette plateforme a été attaquée et que, en définitive, nous n'avons pas pu accéder aux données qui avaient été téléchargées et permettre à tout le monde de télécharger ces copies de procès-verbaux de dépouillement ou bien les photographies parce que le résultat du dépouillement est affiché. Nos bureaux de vote sont souvent des salles de classe, donc il y a un tableau, comme dans notre enfance chez nous, un tableau noir avec la craie, et donc les résultats sont écrits. Donc, on prend des photos de ça. Eh bien, le site a été attaqué, toutes les données ont été détruites, ce qui nous a empêché d'apporter la voix neutre et impartiale des électeurs pour soutenir les résultats tels quels. D'accord ?
Et pour moi, c'est une preuve qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord pour que la vérité éclate. Qu'a fait le Conseil constitutionnel et la commission et les CAM, l'organisme censé être indépendant en charge de l'organisation et de la compilation des résultats, les agents ont été surpris. Et ça aussi, ça a inondé les réseaux sociaux en train de procéder à des fraudes grossières. Et ça a continué au niveau des commissions départementales et ça a continué au niveau de la commission nationale, ce qui fait que les résultats qui ont été approuvés par le Conseil constitutionnel, personne n'y croit. Et on a aujourd'hui des électeurs qui ne décolèrent pas. Il y a eu une série de manifestations, des milliers de personnes qui ont été arrêtées sur tout le pays. C'est pour ça que je vous dis que quand je parle de politique, je deviens très formelle. On se comprend. Voilà. C'est pour ça que je te dis que la victoire de ces élections, c'est en fait la manière dont les Camerounais se sont appropriés ce processus. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne leur reprendra pas. Il y a effectivement aujourd'hui un pouvoir qui est éminemment contesté pour des tas de raisons. D'abord à cause de cette fraude massive, ça c'est bon d'abord. Mais je crois surtout que à la base, il y a que la plupart des Camerounais ne se reconnaissent pas dans ce régime. La plupart des dirigeants de ce pays ont 30, 40, 50, 60 ans de plus que les personnes qu'ils dirigent. 70 ans même. Le président de la République a 93 ans officiellement. J'aime désormais donner cet exemple parce qu'on a l'impression que c'est le plus vieux. Le directeur de la police nationale, donc le patron des patrons des forces de l'ordre, il a 1 an de plus que le président de la République. Comment 1 an de plus que le président. Il a 94 ans là, donc officiellement. Et vous savez, c'est-à-dire vous qui êtes derrière l'écran, qu'il y a 94 ans dans notre Afrique centrale, même pas encore décolonisée, les registres, il n'y avait pas de déclaration de naissance 3 jours après la naissance à l'hôpital. Donc les âges sont souvent approximatifs. C'est des gens qui ont le temps que l'enfant est déclaré. On ne le sait pas au jour près, parce que la maman, à ce moment-là, elle avait mieux à faire que de crapahuter la campagne pour aller trouver un maire. Donc, mais évidemment que les gens ne se reconnaissent pas dans ces dirigeants-là. Mais Michel, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ils veulent et ils ont droit à des dirigeants qui les connaissent, qui les comprennent, qui s'occupent de leurs problèmes et qui nous aident à vivre en harmonie les uns avec les autres. Mais il y a une question qui me titille à chaque fois que l'on parle de cette situation sociopolitique au Cameroun, c'est de savoir que, justement, on a un président qui a 93 ans, donc clairement, physiquement, même si l'univers leur aurait donné les meilleures habiletés, on sait qu'il est limité, ne serait-ce que dans ses actions et tout ça. De toute façon, c'est pour ça qu'on ne peut plus le montrer. On n'ose plus le montrer. On ne le verrait jamais en train de marcher. Exactement, c'est des anciennes photos qu'ils ont mis en avant durant toutes les élections. J'ai suivi ça de très près, comme d'habitude. Là, je me dis, mais donc ce n'est pas lui qui est derrière tout ça. Il y a une équipe qui est derrière tout ça. Alors, comment la population camerounaise voit cette équipe-là et comment les déloger s'il y a moyen de le faire finalement? Alors, aujourd'hui, ça ne peut être que son entourage immédiat qui est aux commandes. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion au cours d'un procès devant le Conseil constitutionnel qui a été engagé par un des candidats sur l'éligibilité de M. Paul Biya. Il était aujourd'hui dans une situation juridique de dépendance, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, de manière autonome, assurer les actes de la vie quotidienne. On l'a vu à la prestation de serment. Et c'est pas la première fois qu'on lui fait le coup. On a laissé le micro allumé et on voit bien qu'il a besoin qu'on lui dise maintenant il faut que vous vous leviez, maintenant il faut que vous alliez parce que voilà ce qui va se passer et qu'il demande, c'est là tout de suite et qu'il demande s'il faut qu'il se lève. Il ne peut pas assumer ses fonctions. Il ne peut pas. Il ne peut même pas, alors que ça va faire 8 fois qu'il le refait en 43 ans, savoir à quel moment il faut se lever pour aller dire je le jure. Comment pouvez-vous espérer qu'il décide de la stratégie de développement,
qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour réformer le système éducatif, qu'ils tiennent le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'il ne peut pas, la loi ne permet pas de déléguer, que ça va faire 7 ans que tous les magistrats qui sont sortis de la formation n'ont pas été affectés, tous les magistrats qui sont en fonction n'ont pas eu de changement de grade, donc pas de changement de rémunération, tous les conseils disciplinaires, toutes les fautes depuis 7 ans n'ont pas été sanctionnées. Vous avez un système judiciaire qui est à l'arrêt parce que le président de la République ne peut pas tenir le conseil. Donc, tout ça, évidemment que c'est pas lui qui dit oui, non, mais je veux que ça continue comme ça. Oui, c'est forcément des personnes autour de lui qui ne sont pas occupées à diriger ce pays, qui sont occupées à des détournements massifs. Voilà. Je ne diffame ni ne divulgue, ce sont des scandales qui ont défrayé la chronique, des détournements massifs, des organisations internationales sur l'utilisation des deniers publics, etc., etc. Donc, le peuple camerounais regarde ça en disant, mais attendez, d'abord, je vais voter seulement tous les 7 ans, d'accord? Dans les autres pays, on vous demande votre avis tous les 5 ans, parfois tous les 4 ans. Moi, on me dit, attends 7 ans. Je vais voter tous les 7 ans. Je vais voter et on ne tient pas compte de ce que j'ai dit. Et la personne qui ne tient pas compte de ce que je dis, ce n'est même pas la personne qui s'est présentée. C'est même pas la personne qui s'est présentée aux élections. C'est-à-dire que cette personne qui est en train de tirer les ficelles derrière n'a même pas osé venir me demander mes suffrages. Elle s'abrite derrière quelqu'un qui est en état de dépendance pour se maintenir dans une situation où concrètement elle ne fait rien pour nous, et donc elle fait tout pour elle-même. Et elle utilise pour ça le résultat de notre sueur, de notre travail, de notre sang. Parce que c'est nous qui produisons la richesse qui permet de générer des impôts qui vont permettre des détournements, qui vont permettre des emprunts qu'on a du mal à rembourser auprès des organisations internationales, des partenaires internationaux, etc. Donc aujourd'hui, il faut que le peuple, que la Constitution considère comme celui qui a le pouvoir suprême, exerce ce pouvoir suprême. On est dans une situation juridique, politique et sociale totalement inique, où on a la preuve que des personnes ont détourné un pouvoir comme celui de juge constitutionnel pour servir. D'ailleurs, le président du Conseil constitutionnel s'est laissé filmer en train de pratiquement s'en vanter. J'espère que vous êtes content de votre père et de la victoire de votre candidat, a-t-il dit devant les caméras avec un verre de champagne à la main. Aujourd'hui, donc, nous avons quasiment établi que les institutions qui servent à maintenir, à donner du sens à nos textes, à l'expression démocratique au travers du vote, etc., ont été confisquées par des personnes qui s'en sont servies à mauvais escient. Comment vous réagissez contre ça? Aujourd'hui, c'est le débat qui anime la place politique camerounaise. Vous avez des gens qui disent, oui, mais le Conseil constitutionnel a déjà décidé, donc fin de la discussion. Vous avez évidemment celles qui vous disent, attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, le peuple, je m'appuie sur la Constitution, le code électoral pour aller voter. Une petite clique de vieillards dit, ça m'est égal ce qui est sorti des bureaux, me publier des résultats différents. Une autre petite clique de vieillards dit, c'est la vérité, et donc, c'est fini. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ils savent que ça ne peut pas marcher. Et c'est pour avoir dit des choses comme ça que j'ai dû fuir à nouveau mon pays il y a quelques semaines. Mais ça ne peut pas marcher. Et je ne dis pas là quelque chose qui relève de mon appréciation personnelle. Je ne fais que utiliser ma voix pour rendre compte d'une situation. Parce que moi, au moins, j'utilise mes mots. Il y en a d'autres, ils ont pris d'autres chemins. Et il y a des gens qui se font tuer. Il y a des gens qui se font agresser. Il y a des édifices qui sont brûlés. Donc, il faut, en tant que leader, toute la classe politique doit prendre ses responsabilités en disant, OK, on ne peut pas laisser le chaos s'installer. On ne peut pas continuer de vivre dans le déni. Non plus. Voilà. Donc, il va falloir à nouveau mériter la confiance en leur montrant que nous sommes à la mesure des responsabilités qui sont les nôtres. Exactement. Alors, on a vu le silence
glaciale de la communauté internationale. Bon, dans ma tête, je me dis, tant qu'il n'y a pas d'intérêt majeur et immédiat, on ne peut pas compter sur eux de toute façon. Donc, comment est-ce que le peuple camerounais vit ça? Est-ce que pour lui, c'est une claque comme ça au visage par la communauté internationale, ou est-ce que justement l'opposition va saisir les instances judiciaires pour contester quand même ces résultats-là? Alors, la communauté internationale, je crois que nous arrivons au stade Cameroun où on commence à comprendre que d'abord, il n'y a pas de raison qu'elle s'intéresse à nous plus qu'à elle-même. C'est pas, il y a pas, voilà. C'est un ensemble de personnes. Quand on pense la France, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada. Un ensemble d'intérêts aussi. Voilà, ils ont leurs problèmes et ils ne s'intéressent qu'au Cameroun que parce que le Cameroun peut être une solution à leurs problèmes ou parce que le Cameroun peut ne pas ajouter à leurs problèmes. Et c'est normal, oui, c'est normal. C'est-à-dire, quelqu'un qui est élu Premier ministre au Canada n'est pas élu Premier ministre pour aller résoudre les problèmes du Cameroun, même 10 heures par semaine ou 10 heures par mois. Il est élu Premier ministre au Canada pour résoudre les problèmes des Canadiens. Alors, il peut faire deux choses. Il peut essayer de faire en sorte que les opportunités que représenterait le Cameroun pour le Canada puissent être saisies, et ça peut passer par utiliser son influence pour faire avancer les choses dans le bon sens au Cameroun, parce que si ça va bien au Cameroun, eh ben, les opportunités sont plus faciles à exploiter. Ou alors, il peut se dire, quand il y a des problèmes au Cameroun, cela se traduit, par exemple, par une immigration vers le Canada qui monte en flèche. Chez nous, on appelle le Canada la 11e province du Cameroun. Pour vous dire. Et donc, ça peut être intéressant pour un leader de dire, bon, on va peut-être essayer de voir ce qu'on peut faire pour que les Camerounais aient moins envie de fuir, parce que quand ils fuient, il y en a beaucoup qui pensent à venir s'installer chez moi. Des fois, voilà, j'ai pas forcément la surface nécessaire pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions, etc. J'imagine, hein. Bon. Mais on ne peut pas compter, nous, Camerounais, pour résoudre des problèmes camerounais, sur ce que ferait le Premier ministre du Canada ou le Premier ministre anglais ou le président de la République française. On ne peut pas. Nous avons des problèmes concrets et ces problèmes concrets sont posés par des personnes précises qui se trouvent au Cameroun. Ce sont des problèmes qui sont posés à nous. Ben, c'est à nous de résoudre ces problèmes avec les personnes qui nous les posent. Et je crois que c'est de plus en plus clairement compris par les Camerounais. Il y a effectivement eu le sentiment à un moment que, à travers les dialogues bilatéraux, à travers des sanctions de l'ONU, à travers des choses comme ça, on pouvait avoir des solutions ou des pressions. Ça a généré peut-être quelque part. C'est que même au niveau de l'ONU, c'est une assemblée de nations indépendantes. On n'a jamais vu nulle part que l'ONU arrive dans un pays et dise « Ah, nous avons regardé vos chiffres et en fait, nous avons recalculé, c'est pas monsieur qui a gagné, c'est madame. Donc, la semaine prochaine, nous vous ordonnons d'organiser une nouvelle prestation de serment. » C'est pas comme ça que ça marche, on est bien d'accord. Donc, c'est pas l'ONU qui va venir résoudre nos problèmes. Je crois que c'est clair dans l'esprit de tout le monde. La question est comment nous allons inventer des solutions pour nous-mêmes. Et parfois, c'est pas facile. Et avec toutes ces barrières légales aussi, parce que on vous prenne au sérieux, il faudrait suivre aussi les aléas légaux, donc je suppose que c'est pas facile. Exactement. Donc, ça veut dire que l'opposition a maintenant une lourde tâche qui est de s'asseoir, c'est ça, et de stratégiser sur la question. C'est ça. Maintenant, puisqu'on en est là, est-ce que si le gouvernement déciderait que, je vais vous donner un petit peu du gâteau parce que c'est ce qu'on voit qui se passe dans beaucoup de pays à travers le monde. À un moment donné, on leur dit, vous allez vous asseoir ensemble, vous allez distribuer les morceaux, soit à parts égales ou carrément, vous ferez ce que vous voulez. Est-ce que c'est une stratégie envisagée et envisageable? Est-ce que l'opposition est prête aussi à s'y apprêter à cet exercice-là? Alors, j'aime beaucoup cette question parce que tu vois, elle soulève le fond du problème. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nous avons un problème de compétence et de légitimité du régime aujourd'hui au Cameroun. Si des personnes qui ne sont pas dans le régime s'asseyent, ce que nous attendons d'elles, c'est qu'elles trouvent un moyen
de résoudre ce problème. Est-ce que résoudre ce problème, c'est que pour chacune de ces personnes, il y a une nouvelle marque de voiture qu'ils conduisent, un compte en banque mieux fourni ou plusieurs autres villages? Je n'ai pas l'impression. Je ne crois pas que les Camerounais attendent de voir leurs voisins changer de marque de costume. Voilà. Donc, à moins qu'ils ne soient capables de convaincre qu'en rentrant dans un gouvernement, on est en train de le faire pour changer la manière dont ce pays est géré. Ce n'est pas une conversation intéressante, aussi simple que ça. Et ça reste, donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Et vous avez des pays où des gens qui n'étaient pas des leaders avec des ambitions politiques sont intervenus pour dire, ce que nous allons faire, c'est ceci. Il y a aujourd'hui une conversation qui est en cours sur comment on fait pour restaurer ce que nous pensons être la vérité des urnes. Beaucoup de gens pensent que la vérité des urnes, c'est que Issa Chiroma a gagné. Et ils se demandent comment est-ce qu'on fait. Issa Chiroma fait partie de ces personnes. Donc, comment on va le restaurer dans ce qui aurait dû être son droit? Ça fait partie des conversations qui sont sur la table aujourd'hui. Et je ne crois pas que c'est une conversation qui va s'arrêter de sitôt. Pas comme le gouvernement semble l'attendre. Mais surtout, pour nous, en tant que bâtisseurs de la nation, ce qui est important, c'est qu'il en ressorte quelque chose de bon pour le Cameroun. Il ne faut plus jamais que le peuple camerounais et à travers lui, l'électeur camerounais, s'éloigne du centre de la conversation politique. C'est la leçon à retenir. Il y a des législatives dans 3 mois, il y aura des élections, le Cameroun demeurera. Quelle que soit l'issue de cette crise, le Cameroun demeurera. Mais nous devons garder cette leçon. Plus jamais, il ne faut abandonner à une poignée de personnes la décision sur notre devenir commun. Dans les sociétés traditionnelles africaines, le peuple a toujours été là pour surveiller ses leaders. Même quand c'était des rois qu'on changeait quand ils étaient morts. Il a toujours été là. Il y a toujours eu des notables. Il y a toujours eu un système pour those leaders in check. Tu vois? Voilà. Eh bien, ce que nous avons appris, je l'espère, de cette élection, c'est qu'il faut les garder sous contrôle, sous notre œil vigilant. Quand on a ça, on a la base pour prétendre à un système qui fonctionne. S'il n'y a pas ça et qu'on est là en train de se demander est-ce que l'opposition va faire ci, est-ce que le pouvoir va faire ça, est-ce que la justice, est-ce que les organisations internationales, les partenaires internationaux, non, l'équilibre, c'est le pouvoir, le contre-pouvoir. C'est comme ça qu'on arrive à l'équilibre. Donc, il faut que le peuple et à travers lui l'électeur pèse sur la balance pour qu'il y ait un contre-pouvoir et que ce contre-pouvoir s'exerce en permanence. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire avancer la cause camerounaise et que c'est quelque chose que je pense beaucoup de personnes peuvent dire en ce qui concerne leur pays, en Afrique ou même, j'imagine, en Haïti. Je crois que voilà. Je pense que nous avons beaucoup souffert de cette délégation extrême que nous avons accordée. Alors, on ne l'a pas forcément accordée inconsciemment ou après les colonisations, après les répressions violentes, etc. s'est installée une habitude qui est restée même quand la terreur est morte. C'est là que nous devons nous réveiller. Il faut toujours venir vérifier si les conditions n'ont pas changé. Il faut revenir à l'équilibre. On aurait pu s'asseoir et discuter en long et en large de cette situation-là, ça c'est certain. Donc déjà, je sais que je vais t'inviter à nouveau parce qu'on aura énormément d'autres aspects à discuter parce que le peuple est en évolution, le peuple réfléchit, le peuple ne veut pas se laisser berner comme dans le passé et le peuple se dit, bon, nous avons aussi le droit de vivre dans la dignité et au moins s'aspirer à un avenir meilleur pour nos enfants. Et c'est ce que j'ai retenu durant toutes ces manifestations et le fait que j'ai jamais vu autant de presse, en fait, quand je dis presse, par la population, dans les médias sociaux, pour dénoncer, pour montrer à la face du monde ce qui se passe réellement au Cameroun. C'était, je vais vous dire sincèrement, le peuple a été de fer de lance extraordinaire. J'ai jamais vu ça. Et c'est à continuer cette façon de faire, comme tu dis, pour arriver à dire au gouvernement, on est là, on regarde et on pousse vers un changement tangible. Donc, pour se quitter, parce que malheureusement, on doit se quitter sur tout ça, quel est
ton rêve, ta vision, ton objectif? Qu'est-ce que tu aimerais voir maintenant et ce que tu aimerais communiquer au peuple camerounais et à tous les afro-descendants parce que les panafricains sont là, derrière, ils poussent. Darlene, il faut que tu nous amènes des gens qui sont capables de nous dire les choses telles qu'elles sont. Alors, des paroles de sagesse par rapport à tout ça. La vérité est notre amie. La vérité est notre amie tout le temps, partout. Et la vérité est la vérité. Et elle mérite qu'on se batte pour elle, que l'on vive pour la faire vivre. Je crois que cette ère qu'on appelle l'ère du Verseau a permis de révéler un certain nombre de vérités sur ce qui compte et ce qui perdure dans la marche du monde. Nous sortons d'une ère où la seule chose qui comptait, c'était ce qu'on pouvait avoir. C'était quel niveau de développement, quel niveau de progrès technologique, quel niveau d'avancée dans le domaine de la médecine, quel niveau éducatif, quel niveau de qualité des infrastructures, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ça, ça sert pas à grand chose si on n'a pas des êtres humains qui vont bien. Et on recommence à dire un peu partout, il ne s'agit pas tellement de ce que l'on peut avoir, il s'agit de qui nous pouvons être. Et nous pouvons être le phare du monde. Il faut le croire. Il faut le croire. Il faut croire que la place qui a été celle de l'Afrique depuis les 3 ou 4 derniers siècles n'est qu'un clin d'œil dans la marche de l'histoire et que nous allons vers le retour vers notre juste place. Et être à la juste place partout où nous sommes et en tout temps. Pour moi, c'est l'héritage que nous devons transmettre à nos enfants. Voilà. Wow. Non, tu étais inspirée, ma chère. Merci. Non, mais tes propos m'ont traversée. Donc, ce qui prouve que le travail doit continuer et nos aspirations doivent aussi transcender nos petites personnes pour qu'on puisse arriver à ce que tu as dit là. C'est extraordinaire. C'est ça. Alors, vous voyez, mes chers, sur ce, je mets fin à cet entretien-là. C'est une interview, j'espère, qui va vous marquer à sa juste valeur parce que vous avez vu la vérité, ça reste encore le nœud de nos combats et on va continuer à le faire. Avant de nous quitter, je vais vous rappeler tout simplement de vous abonner à la chaîne, de partager nos émissions parce que des personnes comme celle-là, comme Michel Ndoki, on les retrouve rarement dans nos rues, mais c'est vrai, elles travaillent dans l'ombre, mais font bouger beaucoup de choses. Et c'est aussi une façon d'inspirer nos jeunes parce que on ne peut pas ne pas compter sur la jeunesse. C'est la jeunesse qui va continuer à porter ce flambeau, le flambeau de la dignité, de la justice et de l'équité à tous les niveaux. Alors, merci d'avoir été là. Donc, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que ces propos, ces commentaires, ces réflexions aillent le plus loin que possible. Merci. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Et à très bientôt. Au revoir. Alors, mes chers, comme on le fait toujours, je vous dis tous, Kemvedjam Palagé, bisous, beaucoup d'amour et à une prochaine émission. Kemvedjam.